Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro du débriefing F1 sur motorstv.com où nous allons évidemment évoquer le Grand Prix de Corée du Sud. Je suis en présence bien sûr de Jean-Luc. Salut Jean-Luc. Salut LFB, bonjour à tous. Mais pour tout vous dire, on a la mine un petit peu grave ce matin, triste. On est encore sous le choc, Jean-Luc, du décès de Dan Wheldon lors de la finale du championnat IndyCar. C'était en direct sur Motors TV. On va quand même en parler brièvement au début. Bien sûr. Pour rendre hommage dans un premier temps évidemment à Dan Wheldon et pour te demander ton avis aussi sur cet accident effroyable qu'on a connu en IndyCar sur cet ovale de Las Vegas. Bah, écoute, je crois que vous avez presque tout dit avec Patrick en direct. C'est de toute façon des moments qu'on n'aime pas vivre parce que c'est effroyable et parce qu'on pressent quand même qu'il va se passer quelque chose de très très grave. Vous avez parlé du Big One, c'est comme ça qu'on les appelle en NASCAR. C'est vrai que là, bon, la combinaison à la fois de 34 voitures au départ, d'un enjeu extraordinaire pour Dan Wheldon, le pauvre qui partait, et c'était la règle, sur la dernière position pour essayer d'aller chercher 5 millions de dollars. Bon, il n'est pour rien dans l'accident. Ça fait un peu jeu du cirque quand même, résumé comme ça. Oui, c'est un peu énorme. Après, on a vu dès le départ, puisque 12 tours se sont effectués dans cette course, que les pilotes étaient survoltés parce qu'il y avait un enjeu majeur aussi. C'était le titre qui devait être décerné, donc on l'a bien compris, soit à Frank Hitti, soit à Will Power. Et puis malheureusement, cet accrochage qui se produit au milieu du paquet, où là, on comprend tout de suite que c'est très grave, parce qu'à 350, 360 km/h, quand il y a autant de voitures impliquées, qu'on voit les débris partout et qu'on comprend que malheureusement les secouristes savent faire, on a craint le pire et malheureusement le pire est arrivé. Et nous qui adorons les sports mécaniques, et on avait commenté la victoire de Dan Wheldon ensemble en direct sur Motors TV, oui, aujourd'hui on peut pas être autre chose que triste et abattu et se dire à la fois que ça fait partie du sport que nous aimons et que nous avons choisi. The show must go on, mais des fois c'est très difficile. On pense évidemment à son épouse, à ses 2 jeunes enfants, enfin c'est effroyable. Voilà. Nous rediffusons à partir de cette semaine Indianapolis pour rendre hommage sur l'antenne de Motors TV à Dan Wheldon. Le monde de la Formule 1 a réagi, j'ai vu juste après un tweet par exemple, puisque c'est vraiment les réactions maintenant à la mode, mais ça fait partie du jeu, de la communication, de Jenson Button qui a dit publiquement, je me souviens évidemment avoir disputé beaucoup de courses avec Dan et on ne l'oubliera pas. Ah oui, c'est sa génération, 33 ans, Wheldon, 31 ans ils se sont forcément bien connus. Il était britannique, faut-il le rappeler, même s'il habitait aux États-Unis, à Saint-Pétersbourg. Enfin, c'est la vie, mais parfois elle est dure. Bon, voilà, nous tenions à évoquer bien évidemment la mémoire de Dan Wheldon. Revenons maintenant à la Formule 1, le Grand Prix de Corée du Sud, le 16e Grand Prix de la saison. Écoute, là, franchement, Hamilton qui avait signé la pole pour la première fois de l'année, ça n'était donc pas une Red Bull qui était en pole. Là, je pensais que tout était en place pour qu'effectivement Hamilton renoue avec la victoire. Eh bien, Vettel a quand même gagné. Est-ce que, quelque part, c'est pas une surprise qu'il ait gagné ? Totalement, mais je crois que ça confirme ce qu'on dit depuis longtemps. Vettel est d'une race à part, indépendamment. Alors on dit oui, il a les meilleures voitures. Probablement, il a la meilleure voiture. Peut-être pas sur tous les circuits, peut-être pas sur celui-là. Il a une très bonne voiture, c'est évident. Il a une très bonne équipe, il a un très bon moteur. Et je crois que pour lui, c'était une véritable délivrance dans la mesure où, justement, cette victoire, il aurait aimé naturellement l'acquérir au Japon pour décrocher son 2e titre de champion du monde. C'est un ogre, Vettel. Il a vraiment 2 visages. En dehors, c'est un type charmant, on le sait bien. Et d'ailleurs, tout le monde le dit et tout le monde le sent. Et encore une fois, pour l'avoir nous-mêmes approché à une certaine époque, on peut vous le confirmer. C'est un type normal, j'allais dire dramatiquement normal, c'est-à-dire qu'il n'a pas les cheveux verts, il ne se balade pas avec 3 créatures de rêve, il est vraiment concentré sur son boulot. Il est sain, il est normal, j'allais dire, mais alors dès qu'il met les fesses dans le baquet de sa monoplace, c'est un ogre, il lui faut tout le temps, il lui faut la pole. Donc là, il faisait contre mauvaise fortune bon cœur en se disant « vous allez voir ce que vous allez voir en course » et il nous a démontré une nouvelle fois avec une stratégie pas différente de celle des autres. Et c'est quand même lui qui reste devant. Il construit un matelas. Hamilton, donc très vite, il n'y a pas de problème. C'était fini pratiquement. Non, mais il est un cran au-dessus. Je crois qu'il n'y a rien à dire. Et là, pour le coup, peut-être ce qui est dur pour les pilotes McLaren, Mercedes, c'est qu'en cette fin de championnat, je pense que les McLaren sont du niveau de la Red Bull. Mais Button a gagné bien sûr à Suzuka, mais c'est pas évident pour les pilotes. Alors, je sais que tu vas me parler d'autre chose concernant les pilotes McLaren, notamment. Alors, juste une petite question pour conclure. Cela étant, il apporte la victoire qui garantit à Red
Bull, à son équipe le titre de champion du monde. Absolument. Donc là, il y a une vraie valeur ajoutée aussi au fait qu'il ait gagné. Tout à fait. Bon, on a toujours un petit peu tendance à moins en parler, c'est un peu dommage. On sait que pour les équipes, et notamment pour Red Bull, bien sûr, mais aussi pour Renault, c'est très important. 10e titre pour Renault. Nous, on est français, on peut rendre hommage évidemment aux motoristes de chez Renault qui sont toujours là, et pas une casse moteur, alors que l'an dernier, précisément sur ce tracé, on se rappelle que Vettel avait été éliminé sur une casse moteur. Donc là, c'est quelque chose, c'est quelque part une revanche sur le sort. Et puis Weber qui tient son rang, qui bataille avec les deux McLaren et qui se classe là où il faut. Donc on assure le titre. On va dire maintenant, on se bat pour le bonheur, pour le plaisir et pour le sport en Formule 1. C'est que du bonheur. Voilà. Alors Hamilton, donc ici une belle deuxième place. Il aura au moins résisté à Weber tout en fin de course. Il y a parfois eu une belle passe d'armes entre les deux. Très belle. Question quand même, j'ai envie de revenir à samedi. Il fait la pole, il fait la gueule. Je m'excuse de le dire comme ça, mais c'est le vrai. mot. Bon, comment interprètes-tu ça finalement ? Alors, on s'est posé beaucoup de questions avec Patrick Tambay, avec Antoine Arlot. Bon, on n'a pas la clé, autant le dire tout de suite, parce qu'on a même imaginé des problèmes personnels. Après tout, ils en ont aussi. On ne pense pas que ce soit ça. On a dû lui taper un petit peu sur les doigts, on l'a vu au niveau de la FIA, peut-être au niveau de son équipe, en lui disant, écoute, Lewis, tu es rapide, il n'y a pas de problème, maintenant il faudra arrêter, là aussi on est entre nous, il faut arrêter les conneries, maintenant il faut mettre les points, il faut mettre les bons résultats. Et il l'a probablement assez mal pris, il est quand même assez capricieux, enfin ça fait partie du personnage un peu flamboyant. Et là il a dit, bon, voilà, je l'ai fait, j'ai la pole, maintenant on va attendre la course. Bon, il termine deuxième et brillamment, comme tu l'as rappelé, après une très très belle bagarre avec Mark Webber et avec aussi Jenson Button qui était un petit peu derrière. Donc là, il enfonce un petit peu le clou, il est en train de se refaire une réputation qu'il mérite, un pilote rapide, il ne lui restait plus qu'à terminer les courses, quand il les termine, il est sur le podium. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai pensé comme toi, que ça pouvait être une sorte d'orgueil un petit peu, de montrer que, ok, il avait peut-être entendu un message, mais qu'il ne voulait pas trop le montrer. Bon. Écoute, les Ferrari un peu en dedans quand même, hein. Alonso 5, Massa 6, oui. Même si ça reste groupé au championnat, hein. Il y a 26 points très précisément entre Button 2e et Hamilton 5e. Donc tout est joué pour la place de vice-champion, encore avec 3 grands prix. Toujours la bande des 4, voilà. C'est comme ça qu'on les appelle. Ouais. Alors, pour répondre à ta question, bah oui, bon, les Ferrari en qualifent pas là. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que pour la deuxième fois consécutive, Massa est devant Alonso. Alors là, on a du mal, on ne comprend pas très bien où est la pointe de vitesse d'Alonso, où est-ce que Massa se réveille. Enfin, en tout cas, bon, c'est un critère. Oui. Et alors après, en course, alors moi, je me suis dit tout de suite, bon, Massa va se coucher comme d'habitude, comme à Suzuka, et pas du tout. On a vu qu'Alonso était quand même un peu plus rapide, parce que dès qu'Alonso est parvenu à passer devant Massa, il a creusé un écart, 5-6 secondes, je crois, à l'arrivée. Bon, c'était très clair, mais il n'empêche, et on n'a pas demandé à Massa, là, on ne lui a pas dit, attention, Fernando est beaucoup plus rapide que toi, attention. Donc, il a joué sa carte, et ben, les Ferrari sont à leur place, il n'y a pas grand-chose à en dire. Hein. Tiens, au passage, les pneus, je croyais que ça allait pas tenir du tout, ces pneus super soft. Ouais. Puis finalement, c'était même presque décevant. Parce que moi, je garde en mémoire un peu le Grand Prix du Canada. Je dis pas qu'il faut pas tomber peut-être dans les extrêmes et que ça n'a pas été un extrême en soi. Mais là, finalement, on était quand même dans une configuration normale, 2 arrêts, ça tient. Tu as raison. Alors, il y avait 2 critères. Le premier, c'est qu'on ne connaissait pas cette piste, puisque l'an dernier, les pilotes l'avaient découvert avec des Bridgestone, rappelons-le, pas des Pirelli. Donc, on ne connaissait pas vraiment la granulométrie et l'adhérence de la piste et donc la dégradation qu'elle engendrait. D'autre part, il y avait eu de la pluie l'an dernier. Donc, c'était 2 facteurs qui d'ailleurs sont partis dans le même sens, puisque vendredi, il a plu pour les 2 séances d'essais libres. Donc, on a dû travailler très vite dans la 3e séance d'essais libres. Et pour certains, dans la séance qualif, alors on a vu la stratégie d'ailleurs qui était très audacieuse de la part de l'équipe Red Bull, qui consistait justement à préserver ces pneumatiques tendres, c'est-à-dire les plus durs, pour la course. A priori, vu ce qu'a fait Vettel, c'était donc la bonne stratégie. Donc oui, c'est vrai, il n'y a pas eu de surprise et Pirelli fait du bon boulot, hein, il faut le dire. Bravo au Toro Rosso, hein, les 2 pilotes dans les points, avec Alguersuari solide 7e, c'est un excellent résultat, devant Mercedes, hein, devant Rosberg. Arrachant à cette place à Rosberg sur la fin. Ouais. Buemi également dans les points. Tiens, en parlant de Mercedes, Michael Schumacher, là il est pour rien évidemment, là, Petrov qui fait un véritable strike et qui vient le harponner, ça va faire un petit peu drôle d'ailleurs. Hein. Bah, c'est ce qu'on appelle un Thibaut dans motocross, tu sais, quand les pilotes viennent comme ça se planter, bon là, qu'est-ce qu'on va dire, no brain, diraient les Britanniques. Petrov, il est à la lutte avec rien moins qu'Alonso avec la Ferrari, et d'ailleurs pour se justifier après un tout petit peu, il dit, oui, lui aussi il a freiné trop tard, il a tiré tout droit. Bah oui, sauf que Petrov, au moment où il regarde devant lui, manque de chance, il y a Schumacher, et donc il les prône et il lui arrache tout l'arrière de la voiture. Bon, bah, c'est une faute de pilotage absolument énorme. Il n'y a aucune explication. On ne prétexte même pas des problèmes mécaniques. D'ailleurs, où étaient les LRGP dans ce Grand Prix? Bruno Senna, malheureusement, était mal qualifié et englouti dès le départ. Là, c'est un peu le naufrage. Hein. Il faut bien reconnaître que là, on attend, et il va falloir qu'ils viennent, les bons résultats, mais ça devient urgent.
sur un nouveau circuit, tu vas sûrement en parler, Oui. l'Inde, Voilà. que tout le monde va découvrir. Il y a une mauvaise passe, oui, incontestablement, Très pour mauvaise, Lotus Renault très Grand Prix. mauvaise. Je voudrais juste d'un mot souligner quand même, me semble-t-il, la belle place d'Heikki Kovalainen. Oui. Regarde ton classement 14e entre Bruno Senna Absolument. et Kobayashi. Bah, moi, je dis bravo pour le pilote Lotus. Eh ben les Lotus progressent, alors on se moque toujours un peu d'eux parce qu'ils ont eux aussi des communiqués, enfin c'est à la mode dans le paddock, les communiqués ou humoristiques ou triomphants alors qu'il n'y a rien à annoncer, bon c'est pas grave, ça fait partie du monde de la Formule 1 aussi, mais là pour le coup, bah, ils commencent à rouler presque aussi bien que les LRGP avec la même motorisation, on les voit en bagarre avec eux, donc manifestement l'équipe Lotus avec l'ineffable Mike Gascoigne justement, qui lui aussi n'est pas le dernier à crier au miracle quand ses voitures sont 15e, bon mais là tu as raison, il faut le souligner, c'est plutôt pas mal, en tout cas il y a une légère progression en cette fin de saison 2011. Allez, pour conclure donc, évoquons ce futur Grand Prix d'Inde, le premier de l'histoire, donc c'est toujours un moment un peu spécial et plutôt sympa de découvrir un nouveau circuit. Même si j'ai cru comprendre qu'il y avait des petits problèmes administratifs, juridico, financiero, économico. C'est plutôt financiero. Avec l'Inde, le pays en lui-même, par rapport aux taxes, aux douanes. Bon, qu'est-ce que tu attends de ce Grand Prix d'Inde ? Eh bien déjà d'être surpris, parce qu'on aime être surpris. Peut-être, on va rebattre les cartes. Oh, bah, pas de surprise, hein, les plus forts resteront les plus forts. Peut-être que les McLaren, qui ont été rapides également en essai, il faut le rappeler, en essai qualif, mais aussi en essai libre, peut-être les McLaren prennent véritablement sur les Red Bull. Et là, on va voir toute la science du pilotage et de la course de Sébastien Vettel. Bah, il vient de la démontrer encore une fois. Que peut-être les Ferrari soient un peu mieux ou un peu moins mal pour qu'elles viennent lutter, parce que plus il y a de monde. Et puis cette bataille pour le titre, honorifique certes, mais de vice-champion du monde, est quand même très intéressante. Tu l'as rappelé, il y a une grosse vingtaine de points entre le mieux placé et le moins bien placé. Bon, c'est la bande des quatre. Et on a dit d'ailleurs à Mark Webber, on lui a mis un objectif. Hein, on lui a dit, faut que toi, tu décroches le titre de vice-champion. Maintenant que le titre constructeur est décroché, alors on imagine bien qu'évidemment, Button, Hamilton, c'est le moins bien placé, et Alonso ont également envie de terminer deuxième de championnat du monde. Voilà les enjeux. Et puis, un nouveau tracé, une nouvelle ambiance. Oui. Espérons qu'il y ait du monde et que ce soit la fête de la Formule 1. Voilà. L'environnement, Jean-Luc, ce ne sera pas pire qu'un marécage et des grandes grues au fond, dans une ville perdue dans le sud. Que dire ? Quand on pense que Bernie Ecclestone ne voulait pas revenir à Magny-Cours parce que c'était in the middle of nowhere, c'est l'expression, c'est-à-dire au milieu de nulle part. Alors si là, le circuit de Corée du Sud, c'est pas au milieu de nulle part, là j'y connais rien. Non mais ça veut dire que là aussi, bon, c'est n'importe quoi. C'est des questions financières avant tout. Et demain, on peut faire un Grand Prix au milieu d'un champ d'immondices pourvu que des gens soient là pour payer. Alors j'espère que le site, là aussi, d'Inde sera terminé déjà, contrairement à celui de Corée du Sud 2 ans après, et puis qui sera charmant, qui sera intéressant, et que ce sera flatteur pour la Formule 1. Voilà. Bon, eh ben, écoute, déjà oui, on va surveiller ça. Les Grands Prix F1 que vous pouvez suivre sur motorstv.com en live texte avec nos amis et partenaires f1-direct.com. Voilà, c'est tout pour ce rendez-vous consacré au Grand Prix de Corée du Sud. Merci Jean-Luc. Et donc on se retrouve dans 15 jours pour le Grand Prix d'Inde. Absolument. Salut LFB, salut à tous.